Ancien directeur général de l'IRSN, Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, et qui est également maintenant président de l'Institut pour la maîtrise des risques, c'est ça? C'est ça. Bon, je te passe la parole, vas-y. Moi j'ai fini. Bonjour Bernard, madame et messieurs, c'est bien. Voilà, donc j'étais venu il y a quelque temps vous parler des normes. Et j'ai écouté, donc il y a une sorte de logique dans les conférences que tu organises. Tu es trop aimable. J'ai écouté la conférence qu'a donnée Jenny Bruna récemment sur les Small Modular Reactors, la jungle de ces technologies. Et l'exposé que je vais faire aujourd'hui, finalement, c'est une suite logique de tout ça. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle des limites organisationnelles. C'est un concept qui a été décrit par des chercheurs américains il y a une vingtaine d'années. Ils se sont penchés sur un certain nombre d'accidents industriels, mais aussi d'échecs politiques, d'échecs militaires. Ils ont notamment essayé d'expliquer avec ces mécanismes organisationnels les difficultés rencontrées par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Voilà, donc c'est deux chercheurs qui en partie. Il y en a d'autres, hein, il y a une école voilà, donc, de pensée aux États-Unis qui couvre plusieurs universités avec Moshe Farjoun que je connais personnellement et William Starbuck, ce sont des gens qui se sont penchés sur l'analyse des organisations et des phénomènes qui pouvaient perturber leur capacité à atteindre leurs objectifs. Alors, on peut partir avec certains exemples qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir avec les uns avec les autres. Si je pense l'accident de la navette Columbia qui s'est écrasée à l'atterrissage en 2003, l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, les problèmes de l'entreprise Boeing en matière d'aéronautique civile actuellement, les difficultés que rencontre le consortium ITER pour construire un réacteur de fusion sur le site français de Cadarache, pour lequel il y a chaque année le retard dans l'image du réacteur prend une année de retard, depuis un certain nombre d'années. Ou encore la construction de l'EPR en France, ou l'instauration de groupes de niveau dans les collèges, qui semble se heurter aussi à certaines difficultés pratico-pratiques, voire idéologiques. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est des exemples de dysfonctionnements, d'accidents, plus ou moins graves, qui peuvent tous s'expliquer par des choses simples, c'est-à-dire la navette Columbia, elle s'est écrasée parce qu'il y avait une fissure sur une de ses ailes qui n'a pas été qui était identifiée avant, mais qui n'avait pas été déclarée critique. C'est ce que Feynman avait mis en évidence, oui, c'est ça? C'était pas disons un caoutchouc qui était poreux? Voilà. Alors ça, c'était plutôt Challenger. Pardon, tu as raison, c'est Challenger. Hein, mais Challenger, j'aurais pu citer ça aussi, mais Columbia, il y avait une petite fissure sur l'aile, et puis évidemment, ils avaient décidé que ça irait, et puis ça n'est pas allé. L'accident de Fukushima, il a été évidemment causé par un tsunami et un tremblement de terre en même temps qui ont, à eux deux, détruit tous les systèmes de pompage, inondé les sous-sols de la centrale dans laquelle il y avait les circuits électriques essentiels, et puis abattu les lignes électriques sur Terre, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucun moyen de refroidir les cœurs de 4 réacteurs, et donc ça a donné évidemment une série d'accidents. Le réacteur ITER, ça paraît tout bête, mais les différentes parties du cœur du réacteur ont été sous-traitées à différents pays. Et quand on essaye de les mettre ensemble, il y a des petits écarts entre ce qui a été fabriqué par les Indiens, par les Américains, par les Russes, je sais plus, voilà. Et qu'en fait, ça ne colle pas, il va falloir tout réusiner. Donc ça va évidemment coûter assez cher. Je vais l'interrompre quand même.
Laisse-moi le micro. Merci. Et comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de donner des cahiers des charges précis à tous ces gens-là? C'est quand même le donneur d'ordre qui est fautif. Je m'excuse de t'interrompre. Si, les cahiers des charges étaient extrêmement précis, mais ces pièces étaient extrêmement compliquées aussi et gigantesques. Hein. On parle de plusieurs mètres de hauteur. Et donc, malgré la précision qui était longuement discutée, la précision des cahiers des charges, l'organisation était incapable d'assurer la maîtrise de la qualité suffisamment bien. Alors on s'en aperçoit, mais trop tard. La construction de l'EPR en France, qui se heurte à un certain nombre de retards. Alors certains s'expliquent techniquement. La cuve de l'EPR, enfin les couvercles fabriqués en France, voilà, il va falloir les réviser, donc il a fallu beaucoup de temps avant de les valider. Les fers à béton étaient trop nombreux ou pas assez nombreux dans certaines installations, etc. Donc des retards en série. Les groupes de niveau dans les collèges, ça se heurte au fait que, évidemment, dans les petits collèges, il y a trop peu de classes, dans d'autres, il y a des professeurs qui ne souhaitent pas mettre ça en œuvre. Il y a des discussions idéologiques sur le fait de savoir si c'est finalement bien ou pas bien de ségréguer les élèves plus ou moins longtemps, de manière plus ou moins fine entre leurs différents niveaux qui eux-mêmes évoluent au cours du temps. Je pourrais aussi citer le Boeing. Assieds-toi, assieds-toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Tiens, t'as une place là, si tu veux. Au premier rang. Bon, ok. Merci beaucoup. Bonjour. Boeing qui rencontre des difficultés pratiques qui s'étalent dans les journaux pour fabriquer des avions dont la qualité soit irréprochable, puisque ce sont des petites choses, mais qui nuisent gravement à l'image de la société, qui peuvent avoir des conséquences financières élevées, et qui ne sont que des petits soucis de contrôle qualité finalement, puisque c'est pas le cœur des cellules des Boeing 737 et autres ont été validés, il y en a des milliers qui volent sans problème. Pardon, mais il y a eu une porte arrachée. Alors, il y a une porte arrachée, oui. Majeur. C'est un incident On majeur. permettre d'ouvrir une porte Mais en fait, c'était une fausse porte. Et quand on connaît le détail de ça, c'était en fait la plupart des avions dans lesquels on vole, les cellules d'avion sont fabriquées de manière standard. Et puis après, en fonction des clients et du nombre de sièges qu'on veut mettre, il faut plus ou moins de portes de sortie. Et les portes sont des organes complexes qu'il faut vérifier. Et donc, quand on n'a pas besoin de beaucoup de portes à cause du nombre de passagers autorisés, eh ben le client, la compagnie aérienne, demande à ce qu'on limite le nombre de portes parce que derrière, pour les opérations, ça coûte moins cher. Et donc, comme il y a un trou dans la carlingue, on met un bouchon. Et le bouchon, il est tenu avec des écrous. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'écrous. Et puis après, tout est caché, alors par l'extérieur, par la peinture, on voit quand même la ligne, et à l'intérieur, surtout, l'habillage, on ne voit plus qu'il y a une porte. Et ce qui se produit, c'est qu'en fait, soit à la fabrication ou derrière dans des opérations de maintenance, les gens ont pris une habitude néfaste de ne pas mettre tous les boulons, parce que finalement, il y avait beaucoup de boulons, et puis bon, c'était un peu redondant. Certains ne pouvaient pas bien serrer, puis une fois que le cache est mis dessus, l'avion vole, il y a des vibrations, jusqu'au jour où ça s'ouvre. Voilà, c'est tout bête, hein, mais pourquoi ça se produit sur Boeing et pas sur Airbus? Le génie français. Alors, bon, les petits Airbus sont tous fabriqués en Allemagne, je vous rappelle. Voilà, donc il y a... alors, on pourrait aussi dresser des constats du même genre de dysfonctionnement sur le plan européen. Par exemple, le plan vert européen qui a été présenté comme une merveille de l'accomplissement des institutions européennes, mais quand on commence à le mettre en application dans l'agriculture, on se rend compte qu'il y a des frictions, que finalement c'est compliqué d'arrêter les pesticides de manière très volontariste, que l'étiquetage des produits c'est pas évident à mettre en œuvre. Donc voilà, donc on a eu toute une approche
par silo des politiques européennes qui, en fait, génèrent des dysfonctionnements. L'agriculture n'est qu'un cas, il y a d'autres cas. Je ne dis pas que ces politiques sont inutiles, hein. Donc, il y a la protection des données, mais elles génèrent aussi des dysfonctionnements. Alors, quand on parle des accidents, il y a toujours des enquêtes derrière. Et les enquêtes suite aux accidents, c'est une différence importante, parce que quand il y a des dysfonctionnements industriels ou politiques, il n'y a pas d'enquête, en fait. On ne sait jamais. Quand le PR est en retard de 7 ans, ben, il n'y aura jamais d'enquête externe pour faire un bilan. Peut-être que DF le fait, mais en secret. Peut-être que l'autorité de sûreté nucléaire le fait, mais en secret. En tout cas, il n'y a jamais de rapport public qui explique que, bah oui, on a eu des retards, voilà l'analyse qui en a été faite. Contrairement aux accidents, quand il y a un accident d'avion, en France, il y a le bureau enquête accident, aux États-Unis, il y a le National Transportation Safety, et ces rapports sont faits par des experts indépendants et publics. Donc, du coup, on peut savoir, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, et on peut faire des recherches derrière. C'est un sujet de recherche. Et c'est pour ça que nos chercheurs, la Fargood et Starbucks en particulier, ils se sont livrés à un certain nombre de recherches sur des rapports compliqués d'accidents. Alors, ce que tout le monde sait, c'est que dans ces rapports d'accidents, on met en avant toujours, presque toujours, ce qu'on appelle le facteur humain et organisationnel. Les FOH, facteur organisationnel et humain, c'est un grand classique, et on explique que, bah oui, il y a eu un dysfonctionnement, et que certes, ça a été déclenché par un élément physique, mais que derrière, il y a eu quelqu'un qui a fait une bêtise, qui n'a pas appliqué telle ou telle consigne, qui n'a pas surveillé, qui n'a pas serré tel ou tel boulon, ou que l'organisation elle-même a failli parce que le contrôle n'était pas prévu, il n'a pas été prévu, donc c'est la faute d'aucun individu, mais le système a laissé faire cette erreur. Donc par exemple, dans le cas de la navette Columbia, la fissure avait été détectée, mais elle a été décrétée non critique par le groupe d'ingénieurs qui a validé le départ. Donc on a dit, ah bah, c'était collectif, donc c'était organisationnel. Donc on met en avant ces facteurs organisationnels. Et puis encore une fois, quand il n'y a pas d'accident, on ne met rien en avant du tout parce que ça n'est pas étudié de manière neutre, indépendante et publique. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que les accidents, finalement, ont toujours lieu quand des limites sont dépassées. Quelque part, c'est-à-dire qu'il y a tout objet est fabriqué à une limite de résistance aux efforts auxquels on peut les soumettre, et que si ces limites sont dépassées, évidemment, il va en résulter une rupture quelque part, et donc peut-être un accident. En tout cas, tous les accidents s'expliquent nécessairement comme ça, en partie. Si on rajoute ces notions humaines et organisationnelles, on peut aussi dire que les hommes ont aussi leurs limites, c'est-à-dire que si on ne sait pas conduire, si on prend le volant, on va avoir probablement un accident parce qu'on ne va pas bien anticiper des réactions du véhicule, le changement de vitesse, et donc la probabilité d'accident est très forte si on conduit sans aucune expérience. Avoir le permis de conduire n'est pas la même chose que d'avoir l'expérience. On peut très bien conduire sans permis, sans avoir d'accident, si on est un très bon conducteur. Donc, on voit bien que les limites des hommes, elles sont importantes aussi dans la génération d'accidents. Donc, c'est les connaissances, c'est la surcharge de travail, c'est le fait qu'on peut être distrait ou perturbé par d'autres éléments de la vie privée ou autres, ou finalement ne pas croire dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille, donc du coup on ne fait pas attention, ou on peut aussi être malveillant, on peut aussi saboter les installations. Donc, moi, ce que je verrais là-dessus, c'est surtout l'arrogance. C'est-à-dire que les gens considèrent que ça, il ne l'a pas cité, oui, à mon sens, c'est la première cause d'accident. Les gens prétendent savoir, et même si on leur dit faites gaffe, il y a telle fissure quelque part, ils n'y font pas attention. Alors, on peut rajouter l'arrogance, ou en tout cas la certitude de savoir. C'est pareil. Je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais ça ressemble. Voilà, donc ça c'est sur l'aspect humain. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais quid de l'organisation? Alors,
il y a aussi des limites dans les organisations. La plupart des limites sont créées volontairement. C'est-à-dire on définit des processus de travail, par exemple, et on dit, ben voilà, toi tu vas faire ça, toi tu ne te mêles pas de ça. On va circonscrire des zones d'activité, on va donner des instructions précises, on va dire, par exemple, qu'on n'a pas le droit de conduire à plus de 130 à l'heure sur une autoroute. Voilà, donc on est habitué à vivre à l'intérieur d'un certain nombre de limites qui sont données par les autorités, définies par les entreprises, par une organisation définit un certain nombre de limites pour se mettre en sécurité elle-même ou pour mettre en sécurité les autres si ça fait partie du pouvoir qu'on lui donne. Ces limites sont aussi de différentes sortes. Donc, il y a des limites qui sont des prescriptions, il y a des limites qu'on choisit volontairement, et puis il y a des limites qui sont imposées. Si vous êtes un constructeur automobile, par exemple, vous avez dans les décrets, vous allez avoir peut-être une sorte d'innovation que vous pourriez avoir envie de mettre en œuvre, mais que vous ne pouvez pas parce que la réglementation ne le permet pas. Vous devez faire un certain nombre de crash tests selon des critères fixés à l'avance. Peut-être que ça ne permet pas de déceler tous les accidents possibles, mais vous faites selon la réglementation parce que sinon vous n'arriverez pas à vendre votre véhicule, vous n'aurez pas l'autorisation. Donc il y a des limites qui sont imposées par des règles externes. Il y a des limites qui sont ainsi imposées par la concurrence. Parce que si vous vendez votre produit plus cher, vous allez avoir des difficultés et donc vous allez vouloir réduire les prix. Réduire les prix, ça veut dire avoir son organisation. Ça veut dire par exemple de dire telle tâche qui normalement il faut 1 heure pour la faire, on va essayer de la faire en 55 minutes parce que comme ça on va gagner des coûts, on va accroître nos cadences. Donc il y a l'effet concurrence. Quelque chose qui ressemble aussi, c'est la pression des donneurs d'ordre sous les sous-traitants qui pèsent sur les prix, qui imposent des cahiers des charges qui sont parfois pas si bien faits que ça. Et donc les sous-traitants, lui, il est obligé de respecter un certain nombre de limites auxquelles il ne peut pas grand-chose. Et puis, il y a une dernière catégorie, il y en a celles qui résultent, qui sont involontaires, c'est-à-dire qui sont cachées en fait. Si, par exemple, il y a le jeu des organigrammes. Dans les grandes organisations, vous avez des organigrammes très compliqués. Et si vous mettez, par exemple, le patron du projet EPR, et vous regardez l'organigramme d'EDF, et il est en N-5. Alors que c'est un projet phare de l'entreprise. Ça veut dire mécaniquement que quand il y a un problème avec le projet, peu importe, un problème organisationnel, de budget, de technique, peu importe, d'autorisation réglementaire, il faut franchir, et si le problème ne se résout pas simplement, il faut franchir un grand nombre d'échelons pour arriver jusqu'au niveau le plus élevé qui a le plus grand pouvoir d'arbitrage. Et donc ça génère forcément des délais, voire ça se perd en ligne, et en fait, donc, les problèmes ne sont jamais résolus, et donc on avance quand même, mais de manière beaucoup moins efficace. Vous pouvez avoir des conflits de valeurs. Par exemple, en région parisienne, il y a sur certaines lignes de RER, il y a plusieurs dépôts de locomotives qui servent les mêmes ensemble de lignes qui fonctionnent tous les matins, les horaires, etc., toujours avec les mêmes équipes. Et ces dépôts sont sous la houlette, on va dire, de syndicats différents. Et ça perturbe en pratique beaucoup parce que ils veulent se démarquer les uns des autres et la SNCF ne peut pas grand-chose. Et en fait, il y a des nombreux retards, des machines qui ne sont pas au bon endroit, etc. Après, c'est bien connu au sein de la SNCF, mais personne n'arrive à résoudre ce problème qui ne génère pas d'accident, mais qui génère de nombreux retards, suppression de trains, etc. Voilà. Donc, c'est une limite organisationnelle liée au fait que les syndicats ne cherchent pas à saboter la SNCF, mais ils défendent chacune une certaine valeur et les adhérents
de l'un ou l'autre dépôt se fédèrent autour de ces idées et qui ne sont pas en ligne les unes avec les autres. Voilà, donc il y a un certain nombre de limites qui sont cachées, et certaines d'entre elles sont liées au fait... Alors, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les problèmes commencent quand on franchit des limites sans le savoir, ou en sachant, mais en général, on ne les franchit pas volontairement. Et donc, lorsque ce sont des limites physiques, si évidemment vous écrasez un téléphone mobile avec une voiture, il va plus fonctionner après. Donc on a rompu la limite. La limite organisationnelle, si vous ne respectez pas la limite de manière très visible, ça va être vu, où il y aura la sanction, et finalement il ne se passe rien, on revient à l'étape antérieure. Mais si, je reprends mon exemple de l'effet de la concurrence, si on dit une tâche qui a été définie pour être faite correctement, en 60 minutes, on passe à 55, puis à 50 parce qu'on a introduit une nouvelle machine qui permet de gagner du temps, etc. À la fin, et sans que personne s'en rende compte, on atteint la limite de l'organisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la tâche a probablement beaucoup de chances de ne plus pouvoir être bien faite, et on génère à ce moment-là un défaut qui peut ne pas être détecté. Et donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, je reviens à Columbia, donc ça c'est des recherches de chez Farjoun qui ont montré ça très clairement. La crique dans l'aileron de la navette a été détectée, mais c'était en 2003. En 2001, le président des États-Unis a constaté que, l'administration américaine largement, a constaté que le programme de la NASA prenait beaucoup de retard et que ça n'allait pas du tout, que les budgets décrivaient, et donc des instructions politiques ont été données, on a changé le patron de la NASA, et on a dit voilà, maintenant le programme de lancement des navettes devra absolument être respecté, vous n'aurez plus de rallonge budgétaire, prenez mieux, tout doit maintenant rouler dans l'ordre. Je ne parle pas assez fort. Non, c'est pas ça. Le micro a eu un problème, c'est tout. Ah, c'est tout. Bon, voilà. C'est pas une limite organisationnelle. Une limite physique du micro. Et donc, la NASA s'est conformée. Or, la technologie de la navette, pas une technologie industrielle. En fait, les ingénieurs de la NASA savaient que c'était un ensemble très compliqué de milliers de pièces et que tout ça était finalement un peu artisanal quand même, tout en étant capable d'être performance tout à fait remarquable, mais c'était artisanal et que donc il y avait à chaque fois des milliers de points à vérifier et que chacun d'entre eux pouvait être critique. Et donc c'était très difficile à gérer, ça prenait beaucoup de temps, mais pour se conformer aux instructions politiques, on a décidé de simplifier les checklists, de s'en tenir qu'aux aspects essentiels et que les instructions ont été données pour que les calendriers soient respectés absolument. Et donc il a été décidé, donc c'est pour ça que les ingénieurs ont dit, à chaque fois, avant chaque vol, il y avait possibilité de retarder parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne collait pas. Et donc la direction, à un moment donné, dit ça suffit, dites-nous ce qui est important et ce qui n'est pas critique, et ce qui n'est pas critique, on verra après. Et donc c'est comme ça que finalement la navette est partie avec ce petit défaut sur l'aile, donc ils se sont dit on verra plus tard. Voilà, et ils ne sont jamais revenus. Voilà, donc ça c'est un exemple typique d'une limite organisationnelle qui a été franchie de manière subreptice sous la pression, ça aura pu être autre chose, sous la pression d'instructions politiques. Et avec la complicité des donneurs. Et avec la complicité. Objectivement. Objectivement, c'est-à-dire que les ingénieurs, compte tenu de ces contraintes nouvelles, faisaient du mieux possible. Mais ça n'a pas suffi. Voilà. Donc, là, ces limites ont été franchies parce que des instructions ont été données qui venaient contrarier l'ordre normal des choses telles qu'il aurait dû être fait de manière idéale. Mais ça peut aussi être le résultat d'autres dysfonctionnements mentaux et collectifs, je veux dire. Quand, par exemple, on a l'habitude de faire fonctionner certains processus sur la base d'algorithmes. En fait, personne connaît vraiment les limites des algorithmes, mais en fait, on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Et si on fait une confiance à ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'experts qui sont capables de comprendre
les limites de manière un peu plus naturelle, eh bien, on prend le risque de décisions qui sont tout à fait inappropriées et pouvant conduire à soit des retards ou voire des accidents. Donc le fait qu'on substitue des modèles au respect de lois physiques, ça peut être quelque part dangereux si on sort du domaine de validité du modèle. Ça fonctionne encore, ça? Non. Ah, tiens, Non, non, voilà. pourquoi ça marche plus? Batterie, pour le petit. Je les avais rebranchés, je les avais rechargés. Oui, pas celui-là. Et ça, je savais pas qu'il y avait aussi des batteries. Je Voilà, pensais pas. voilà. Déficit de connaissances, voilà, c'est ça. D'accord. Mais là, on n'est pas sur une navette spatiale, donc tout va bien. Bah oui, On mais va tous il y aura une atterrir quand partie même. de la population de l'humanité qui va être privée d'une voilà. partie de ton discours. C'est presque pire. Ça revient au même, c'est un mode commun. Alors. Voilà. Bon. Il y a ce truc-là à recharger, alors. Je savais pas. Pardon, Donc, je te trouve un peu indulgent, là, parce que, en réalité, ce que veut la population dans son ensemble, c'est ignorer ses limites. Ils se mettent dans une situation de confort intellectuel qui consiste à dire nous ne voulons plus connaître ce que tu appelles des algorithmes, nous ne voulons plus connaître ce que j'appellerais les lois de la nature, et en définitive, on se contente d'être certifié par tel et tel bureau de certification. oui. C'est le confort intellectuel. Oui, mais ça limite, ce que tu dis est vrai, et limite génère des limites organisationnelles partout, dont on ne connaît pas ni l'existence. Les conséquences. Non, mais donc on n'est pas l'existence précise, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est un phénomène très général. Oui. En fait, on est incapable de dire quelles sont les conséquences pratico-pratiques dans telle et telle entreprise, dans tel ou tel ministère. On ne peut pas le dire parce que c'est très compliqué. Ça n'apparaît pas, et on ne peut pas prédire les conséquences non plus, parce que les conséquences peuvent être simplement un retard, un surcoût, mais ça peut aussi être plus grave de temps en temps. Je vais citer un exemple pour te montrer qu'en vérité, on les connaît très bien dans un grand nombre de cas. Il y a quelques années, au Texas, il y a eu 3 jours de blackout complet. C'était en février 2020, je ne sais plus combien. Et parce qu'il a fait froid et les éoliennes n'ont pas fonctionné, et le Texas s'est retrouvé dans le noir pendant 3 jours, avec des pertes qui sont évaluées à plusieurs milliards de dollars. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? D'abord, il n'avait pas fait le bilan correct des températures qui se rencontraient au Texas, bilan qui était facile à faire parce que l'historique des températures, il est public. Et ensuite, les éoliennes qu'on a installées, on n'avait jamais essayé de les faire fonctionner dans un pays froid. On ne les avait jamais mises au Canada en disant faites-les fonctionner 3 ans au Canada avant de les mettre au Texas. Donc ça, c'est une ignorance volontaire dont le gouverneur du Texas était finalement le responsable. S'il avait exigé de ses services que, premièrement, on fasse le bilan des températures et deuxièmement, on demande un certificat de bon fonctionnement des éoliennes, ça ne serait pas produit. Pardon, je t'ai interrompu. Mais voilà un exemple complètement concret. Oui, mais tu illustres ce que je dis très bien. Je crois, c'est-à-dire que ce sont, et malheureusement, ce sont les dirigeants ou les milieux dirigeants, disons, qui font cette impasse-là par ignorance. Non, par volonté de... Non. Leur volonté, c'est de simplifier, c'est de rationaliser, c'est peut-être d'écouter, de suivre les penchants, peut-être, mais ce qu'ils ignorent, c'est parce que sinon, c'est ici la branche sur laquelle ils sont assis dans un certain nombre de cas. Mais c'est ce qui se produit. Ouais, mais en général, il y a des organismes scientifiques compétents, comme l'IRSN, qui étaient là pour les conseiller, mais ils ne veulent pas l'entendre. C'est ça le point. Le gouverneur de Texas, je suis sûr que quelqu'un lui a dit, j'en sais rien, je ne suis pas dans ces cercles-là. Peut-être, mais il n'a pas voulu l'entendre. Mais si je prends le cas d'ITER, j'ai discuté avec les sites, et quand on écoute leurs explications, en fait, ce qui a manqué, c'est de tester sur des objets simples la validité de leur processus. C'est-à-dire qu'on a lancé la fabrication d'objets technologiques ultra compliqués, des trucs qui n'ont jamais été faits nulle part, des pièces énormes qui doivent s'assembler. Donc on a donné, alors déjà on a une organisation qui est le fruit d'un traité, donc une organisation qui prétend construire un objet mais qui fonctionne selon un traité dans lequel les différents États membres, les États, hein, pas des institutions scientifiques, sont les États, qui se disent moi je vais fabriquer telle pièce, et alors là le cœur du réacteur est fonctionné comme des tranches d'orange, et donc les différents pays ont tous à fabriquer
la même pièce et les 9 ou 10 doivent s'assembler ensemble. Sauf que, évidemment, il y a des tout petits écarts qui font que ça ne passe pas. Eh bien, on aurait pu imaginer de se dire, oulala, on veut faire ça, c'est peut-être pas très rationnel, mais bon, on a décidé ça. Et à ce moment-là, il faut tester la capacité du système à faire, peut-être en faisant fabriquer des pièces talons, ou des petits modèles, ou des modèles réduits, ou des ouais. modèles réduits, ou valider en tout cas la capacité d'assembler ces objets avant de livrer les appareils, les pièces complexes qui coûtent des dizaines de millions d'euros chacune. Et donc, maintenant, ces pièces ont été livrées, elles ne collent pas ensemble, et donc il faut les démonter et les réusiner pour que ça colle, ce qui va prendre plusieurs années. Donc là, on voit bien qu'il y a eu finalement une incapacité organisationnelle à comprendre que le respect du cahier des charges, qui était bien fait, était en fait, le cahier des charges lui-même imposé, était aux limites organisationnelles de ce qu'en fait une entreprise sait faire, parce que même si on a beau tout décrire, chaque État, et donc dans chaque État, c'est le CEA local ou d'autres entreprises qui fabriquent, et ben, ils ont leur propre culture, leurs petites habitudes, qui fait que ben, il y a des petites nuances qui s'immiscent, et c'était probablement prévisible, non pas la quantification, mais le fait qu'en sous-traitant à différents partenaires dans des continents différents, ça n'allait pas forcément aller de soi. Ben voilà, on aurait pu s'imaginer que ça serait à prévoir et que donc il fallait se prémunir et donc tester, valider, voilà. Mais ça n'a pas été fait. Donc ces limites organisationnelles, elles s'immiscent un peu partout. Elles sont aggravées par le fait que, encore une fois, quand on a une organisation en place, ça c'est Henri Mintzberg qui a démontré ça, elle cherche à optimiser, donc on cherche à améliorer, à peaufiner les choses, et ceci étant, à se rapprocher des limites, sans toujours le savoir. La complexification, donc les organismes, on voit bien, les entreprises fusionnent, ça donne des entreprises de plus en plus grandes, qui ont du mal donc il leur faut des organigrammes de plus en plus compliqués, et donc on a le phénomène de PR qui est potentiellement un peu partout, et finalement la complexification des organigrammes, des procédures, des systèmes de certification génère un tas de petites limites un peu partout, et les gens qui ont en charge n'ont plus la capacité, même individuellement ou collectivement, à tout maîtriser, et donc on peut franchir les limites sans s'en apercevoir. Et puis il y a un troisième élément qui est surprenant, qui est que en fait, le principe de précaution invite à prendre des marges. Bon, on peut dire que ingénieur, c'est bien de prendre des marges de sécurité. Mais si on généralise le raisonnement, on aboutit au fait qu'on contraint les opérateurs à rester éloignés des limites physiques de fonctionnement des objets dont ils ont la charge. Et du coup, ils le savent, ils savent qu'il y a ces marges de sécurité, et du coup, ça détend leur attention. Au final, ils disent, bon, oui, il y a des marges, donc on peut prendre un peu sur la marge, parce qu'il y a des marges, premièrement, et deuxièmement, on peut faire les choses approximativement, puisqu'il y a des marges. Donc si je prends le cas des pilotes d'avion, les pilotes d'avion militaires, ils font voler leurs avions aux limites, parce que ça peut être une question de survie par rapport à l'autre en face. Ils sont entraînés à avoir peu de règles, parce qu'ils sont dans un ciel où il y a des missiles qui peuvent leur tomber dessus, il y a des avions adverses, etc. Donc ils sont dans un monde où ils dépendent de leurs limites physiques qu'ils connaissent, parce que là, ils connaissent leur appareil sur le bout des doigts, et puis le système leur impose seulement d'aller accomplir leur mission, peu importe le reste. Quand on met ces gens-là dans des appareils civils, ce qui s'est produit après la Seconde Guerre mondiale, ils pilotaient les Boeing, pas d'Airbus à l'époque, mais bon, les avions civils avec les mêmes... voilà, ils pilotaient aux fesses, tout en essayant de respecter les règles de l'aviation civile, évidemment. Mais on avait des gens qui connaissaient parfaitement les limites des avions. Donc ça a donné lieu, par exemple,
Alors, c'était pas un pilote militaire, mais enfin, il s'était beaucoup entraîné dans des planeurs, etc. Le pilote qui a posé son Airbus sur l'Hudson à New York, en fait, il a fait planer son avion. Il a tout de suite vu qu'en fait, en respectant les consignes de la sécurité aérienne, du contrôle de circulation aérienne, il ne pourrait pas aller se poser là où on lui a dit d'aller se poser, parce que le temps qui se passait entre le moment où il constate que ses moteurs se sont éteints, mais la procédure oblige d'essayer de les rallumer, donc ça prend un certain nombre de temps. Et le contrôleur aérien, le contrôle aérien était prévenu immédiatement qu'il avait panne d'avion. Eux, ils ont dit, allez vous poser là, sur un autre aéroport, parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière, mais il y avait un autre piste d'aviation qui paraissait apporter, compte tenu de l'altitude atteinte par l'avion, mais ils n'ont pas vu qu'en fait le pilote il ne pouvait pas tout de suite faire ça. Il fallait d'abord qu'il essaye de remettre en place ses moteurs, et qu'ayant fait ça, il n'y avait plus le temps d'aller à la piste. Donc il a posé son avion, et personne n'est mort, mais évidemment l'avion a été cassé, et il a été poursuivi pour avoir cassé l'avion. Voilà, alors qu'il avait piloté, finalement, il a piloté un planeur, qui n'était pas prévu dans les règles d'Airbus. Il a sauvé les gens. Et il a sauvé des gens. Voilà. Donc, vous avez des situations dans lesquelles vous avez très souvent des experts auxquels c'est ce que tu disais, auxquels on ne fait plus confiance. Dans le système d'aujourd'hui, on fait confiance à un certificat. Alors, la fusion de l'IRSN et de l'ASN, c'est exactement ça. C'est-à-dire que jusqu'à une période récente, bon, certains disent que ça c'était plus comme dans le temps, mais dans le temps, au début, quand on a construit le programme électronucléaire français, en fait, les experts d'EDF d'un côté, du CEA et de l'IRSN, l'IRSN à l'époque, finalement se mettaient d'accord sur le fait que tel essai avait bien fonctionné, que bon, voilà, on pouvait y aller, on passer à la phase suivante. Quand on construit l'EPR, ça n'est plus le cas, puisqu'il faut un rapport qui doit être établi évidemment par les experts de l'IRSN, mais ensuite qui doit être validé dans le processus administratif de l'ASN pour tous les rapports d'essai, de tous les essais de l'EPR. Évidemment, ça allonge les délais. Donc, les politiques disent que ce n'est pas normal qu'on allonge les délais, et donc on fusionne les deux organisations. Bon. Alors, prononcer sur la fusion qui peut-être conduira à des nouvelles limites organisationnelles imprévues. Mais le fait est que finalement, de plus en plus, on a des systèmes dans lesquels l'approche réglementaire substitue, donc ça veut dire la conformité à des artefacts, se substitue à la constatation du respect d'une loi physique, d'une loi de la nature, comme tu dis. Donc si je prends le cas de la cuve de l'EPR, le couvercle de la cuve de l'EPR, c'est absolument flagrant. Donc dans le temps, l'ASN, je ne parle même pas de l'IRSN, l'ASN, en fait, le corps des mines est devenu compétent en matière de sûreté nucléaire parce qu'il y a des appareils à pression. Et le corps des mines était des grands spécialistes des appareils à pression, utilisés dans les mines notamment. Bon, voilà, ça est assez logique. Et donc, quand on a construit des grandes chaudières nucléaires, on dit qui va pouvoir les contrôler? Le corps des mines. Donc, très bien. Et pour les chaudières nucléaires, il y avait donc à Dijon un service de l'ASN qui était composé pour une part d'ingénieurs des mines et pour une autre part non négligeable d'experts, d'anciens experts forgerons. Ils savaient ce que c'était qu'une forge et que la ségrégation du carbone à l'acier, c'était un phénomène compliqué, mais qu'ils maîtrisaient tout ça sur le bout des doigts parce qu'ils avaient passé leur vie là-dedans. Et donc dans l'ASN, il y avait des experts qui étaient détachés des forges, qui étaient en fin de carrière, peu importe, et qui finalement correspondaient avec des autres experts qui, eux, étaient à la forge. Et que la certification des pièces des appareils à pression, ça se faisait comme ça. C'est-à-dire les experts parlaient entre eux, observaient les résultats d'analyse, et puis se mettaient d'accord, disaient oui, c'est bon, on valide. Mais quand on a créé la SN indépendante, les experts qui viennent de l'industrie, qui sont dans la SN, c'est pas terrible. Donc ça serait mieux si on séparait les variables. Et donc finalement cette unité de Dijon a été s'est fermée petit à petit. Enfin, il n'y avait plus d'experts détachés de l'industrie. Mais évidemment pour remplacer, on a fait un arrêté appareil à pression bien boulonné de tous les côtés
très détaillé, avec un tas de nouveaux critères et des exigences de certification, ça veut dire de produire des essais de laboratoire, de telle sorte qu'on puisse, c'est écrit dans l'arrêté, vérifier qu'en tout point de la matière, les critères de qualité de l'acier sont satisfaits en tout point de la matière. Lorsque ça avait été débattu devant l'Assemblée nationale, parce que l'histoire de Q avait fait quelques remous politiques, il y avait un professeur d'université qui était venu dire qu'en tout point de la matière, c'est vide. Et que donc l'arrêté était inapplicable. Je ne sais plus le nom, mais alors il y avait des sénateurs et des députés qui avaient ouvert des grands yeux, qui disaient mais pourquoi faire des arrêtés comme ça? C'était un peu une boutade, mais voilà. Et en fait, Areva avait beaucoup de mal à montrer que par des certificats, enfin, ça a bouleversé. L'autre côté de la pièce, c'est qu'en fait, les habitudes de fabrication d'Areva, qui faisaient eu confiance à ces experts, il fallait aussi qu'ils se mettent finalement à créer à côté de ses propres experts forgerons des laboratoires capables de faire toutes les analyses prescrites par l'ASN. Et comme il en manquait, ils en ont fabriqué. Ils se sont dit, de toute façon, la pièce, on la connaît bien. Ils veulent les essais qu'on n'avait pas fait, on les fait ex post, etc. Mais évidemment, l'ASN s'en est aperçu. C'est pas idiot. Et ça a créé tout un hasard. Mais en fait, ces fameux couvercles de cuve, quelques experts qui connaissent bien ces sujets au sein de l'ISN pensent qu'il n'y a strictement aucun problème. Alors là, ils vont être mis en service, mais ils vont être remplacés prématurément parce qu'il y a un soupçon. Mais c'est un soupçon papier. Voilà, donc voilà comment alors je parlais des limites, du franchissement des limites, parce que finalement on se met trop loin des limites physiques, et donc le pilotage des choses aux limites a des avantages. C'est-à-dire que si vous conduisez votre voiture, si vous apprenez par temps froid quand il y a de la glace, vous allez peut-être prendre un cours de pilotage sur glace et ça va vous aider à bien comprendre comment une voiture peut déraper, et même s'il n'y a pas de glace mais que la route est un peu glissante, vous allez maîtriser votre véhicule beaucoup mieux et donc peut-être éviter un accident, réduire la gravité de l'accident, parce que vous savez comment se comporte votre véhicule aux limites. Mais si on vous l'interdit parce que vous devez rouler à 30 à l'heure, je ne dis pas qu'il ne faut pas rouler à 30 à l'heure en ville, mais si on impose des marges trop élevées, on incite les opérateurs de manière systématique à ne pas acquérir l'expérience de ce qui se passe quand on s'approche des limites, à négliger les marges en disant il y a de la marge donc je peux empiéter un petit peu, c'est pas grave, sans savoir ce qui se passe après puisqu'il n'y a pas d'expérimentation. Or on est dans un monde technologique de plus en plus compliqué, dans lequel finalement autrefois quand on apprend à monter à vélo, on tombe, puis on se dit ah bah oui tiens là je suis allé trop vite, ou là si je tourne le guidon trop fort ça me fait tomber, donc on acquiert l'expérience. Mais quand on est devant des modèles très compliqués, des machines infiniment complexes, on ne peut pas faire ça. Quand vous pilotez un avion, vous ne pouvez pas dire je vais décoller puis on verra bien. Donc la complexité du monde finalement fait que c'est plus difficile d'acquérir l'expérience et le système ferme, c'est-à-dire comme c'est difficile, on l'interdit. Et donc comme on l'interdit, on réduit la capacité d'apprentissage, on fait plus confiance aux expertises, ou moins confiance aux expertises puisqu'on a des certificats donnés par des gens extérieurs qui, eux, réfléchissent sur des cahiers des charges, des normes, etc., qui ne tiennent pas forcément compte, qui sont des traductions des phénomènes. Donc il y a une sorte d'éloignement de la réalité administrative par rapport à la réalité physique des choses, bien souvent. Et toutes ces distances-là... Ce qu'il faut rajouter, c'est que les experts eux-mêmes ne souhaitent plus acquérir ces compétences. Et se réfugient derrière la certification. Oui, mais pourquoi? Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le vois. Oui, mais est-ce que ce sont les experts qu'il faut incriminer ou l'organisation? Et moi, je pense si les experts excuse-moi, je t'interromps. Si les experts se révoltaient, ils pourraient obtenir le droit de s'exprimer. Écoute, les experts de l'IRSN se sont beaucoup révoltés, et d'autres d'ailleurs. Actuellement, il y a toute une série d'organismes qui sont en difficulté. L'INRS, par exemple, n'a plus de budget voté depuis 2 ans. C'est quoi l'INRS? C'est l'Institut
national de recherche sur la sécurité. Donc c'est la sécurité du travail. D'accord. C'est un organisme technique très important qui est financé à moitié par la sécurité sociale et à moitié par le Ils gouvernement. n'ont plus l'argent. Et ils n'ont plus Non, de... intégralement, alors, en fait, il y a intégralement par la sécurité sociale. maintenant, Sur les 70 millions d'euros de l'INRS, seule la DGT fournit 300 kilos euros pour quelque chose. Et c'est la branche atterrée. Mais ils n'ont plus d'argent. et donc la gouvernance, en fait, il y a un problème politique, les budgets ne sont plus votés, donc ils fonctionnent avec 80% du budget annuel, puisque c'est le système de route La secours. convention d'objectifs et de gestion avec l'État n'est pas conclue. Et donc, effectivement, tout le dispositif fonctionne à un coût de budget provisoire à 80%. Alors, quand C'est on sait infernal. que dans les organismes comme ça, la masse salariale c'est 60-70%, Ouais. vous avez un budget à 80%, vous fermez tous les labos. Vous faites plus de... Donc ils sont payés, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et ça fait 2 ans, et puis ça n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure. Voilà, donc il y a ce que tu dis est vrai, mais à mon avis, ça dérive de choix politiques imposés, de choix organisationnels qui sont fondés sur la non-connaissance de l'importance de l'expertise. Et ça aura des conséquences potentiellement graves. Pas forcément encore une fois, pas forcément des accidents, mais les conséquences, c'est par exemple des conséquences budgétaires. C'est des contribuables qui absorbent. Quand on fait des directives politiques qui sont en fait pas appliquées, on revient en arrière, on perd du temps. Il y a des conséquences économiques et sociales qui peuvent être systématiques. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je peux finir par ça. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Boire un coup. Alors déjà, boire un coup, oui, on va. Plus de questions quand même. Mais avant les questions. Mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses. C'est peut-être déjà de parler de. Moi, j'ai découvert cette approche-là relativement récemment, mais ça résonne avec beaucoup de choses dans mon expérience passée. Je me dis, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être pris, y compris dans la boutique que je dirigeais, peut-être pris un certain nombre de décisions plutôt, ou mieux compris certaines choses auxquelles j'étais confronté. Donc, parler de ces notions, avoir conscience du fait que c'est finalement, c'est pas mal d'autoriser le fonctionnement des objets proches des limites qu'on connaît, tout en veillant à former les gens en conséquence, parce que ça, c'est vertueux. Et donc, chez Air France, par exemple, ils se posent ces questions-là, en fait, parce que lorsqu'il y a eu la perte de l'avion Rio-Paris, en fait, ce qui s'est passé, c'est un décrochage en haute altitude. Et donc, en haute altitude, l'atmosphère est évidemment raréfiée, et les paramètres du décrochage ne sont pas les mêmes que quand on est tout proche du sol. Or, en général, le risque de décrochage, c'est à l'atterrissage dans des conditions où on oblige un vol en vitesse ralentie, donc en atmosphère épaisse, on va dire. Et les simulateurs de vol d'Air France ne simulaient pas le décrochage en haute altitude. Donc les pilotes ne savaient pas, n'avaient pas d'expérience du phénomène auquel ils ont été confrontés. Et puis en plus, il y a eu d'autres, évidemment, s'il n'y avait eu que cet élément-là, ils s'en seraient peut-être sortis, mais il y avait l'orage, il y avait la nuit, il y avait le fait qu'ils sont allés dans l'orage de manière délibérée, ce qui n'est pas très prudent, mais les avions résistent à ça, mais enfin, c'est pas prudent. Voilà. Donc il y a eu un tas d'éléments, mais il y avait notamment celui-là. Et du coup, Air France a décidé, dans la formation des pilotes, de réintroduire davantage d'heures de vol et moins d'heures de simulateurs, y compris sur des petits avions. Donc, donner plus d'expérience aux pilotes, et ce qui génère, si j'ai bien compris, un certain bruit de fond avec les autorités d'aviation civile, et donner aux consignes comme pilote que il y a les règles, mais qu'il les mette à bord et qu'il prend les décisions qu'il a à prendre, et que Air France soutiendra ses pilotes quoi qu'il arrive, sauf une faute caractérisée, mais disons, si on les ennuie parce qu'ils n'ont pas respecté telle ou telle règle, mais qui jugeaient que c'était mieux pour la sécurité et qu'ils peuvent en apporter le raisonnement qui va avec, Air France les soutiendrait. Ça fait partie des enseignements de l'accident, et depuis il y a eu 1 ou 2 petites bricoles sans aucune gravité, mais qui ont généré des haussements de sourcils
du bureau en enquête d'accident parce que les consignes formelles n'avaient pas été respectées à 100%. Mais les avions sont arrivés intacts. Pardon. Voilà, donc le pilotage proche des limites, développer le REX, le retour d'expérience organisationnelle, c'est-à-dire, et des exercices organisationnels. Donc, le REX organisationnel, ce serait par exemple pour ITER de s'être dit, bon, on va tester notre système sur des petits objets simples pour être sûr qu'on est capable de faire ça. Donc, organiser finalement, moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, dans les exercices de sûreté nucléaire nationaux, donc il y a des grands exercices où on simule un accident nucléaire, bon, très bien. Et une fois par an, on est censé faire ça à l'échelle nationale avec le ministre, le conseil des cellules de crise interministérielles, etc. C'est très bien de faire ça, sauf que pendant toutes les années où j'étais à l'IASN, je n'ai jamais vu un seul ministre être là. C'est-à-dire que les ministres n'ont pas le temps, ils ont leur calendrier, etc. Donc c'était bien marqué. Et puis ils ne passent même pas la tête. C'est le directeur de cabinet, voire le chargé d'affaires qui est là, qui remplace le ministre finalement. Et ben, finalement, du coup, les ministres ne savent pas, en fait. Et or si quelque chose se produisait, j'en du bois, ce serait eux, ce serait vraiment eux qui seraient là, du coup. Et pas le petit jeune du cabinet. Donc, et donc ce REX organisationnel montre qu'en fait, ben, le système n'est pas fiable sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on aurait, alors peut-être que les ministres réagiraient bien, mais enfin, le fait qu'un ministre ne soit jamais vraiment confronté, parce que c'est compliqué ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a une pression terrible des médias, de la réalité des événements, et en fait, on ne sait pas comment ils réagiraient, puisqu'ils ne participent pas. Voilà. Donc, et puis alors, au niveau des ingénieurs et des managers, je pense que les ingénieurs, on ne les forme pas du tout aux questions de management, en général. Hein. La plupart des écoles d'ingénieurs en France, en tout cas, on ne les forme pas au management. Ils apprennent le management parce qu'ils sont bons ingénieurs, on s'aperçoit qu'ils sont capables, ils atteignent leurs objectifs, et donc on les fait monter en grade. Monter en grade, ça veut dire qu'ils ont une responsabilité d'autres personnes, et puis ça grossit. Et puis effectivement, ils apprennent sur le tas. S'ils ne sont pas bêtes, ils apprennent à être managers, mais on ne leur apprend pas la théorie, on ne leur apprend pas. Je suis en train de vous parler. Et du coup, bah, ils découvrent ça en fin de carrière, comme moi, par exemple. Ce qui est un peu dommage. Bon. Et de l'autre côté, les managers, donc par exemple les gens de l'ENA, on ne leur apprend pas les rudiments du métier d'ingénieur. Il ne s'agit pas d'en faire des ingénieurs, mais on ne leur apprend pas qu'il y a de la physique. L'autre jour, j'étais dans, je ne citerai pas où, dans une région, et quelqu'un me disait qu'il y avait eu, c'était un administratif, hein, qui disait qu'ils avaient, je sais pas, il était décontenancé parce qu'il disait en fait il n'arrive pas à démontrer correctement que normalement on devrait avoir une courbe gaussienne, je ne savais pas ce que c'était, mais il n'arrive pas à le démontrer, il dit c'est quand même choquant. Je dis mais peut-être que c'était pas gaussien, il dit mais comment ça, tout est gaussien. Non, en fait ils n'avaient pas d'ailleurs la conversation. C'était un vrai dans toutes les régions. C'est pour ça que je me permets de ne pas la citer. Donc voilà, donc c'est générique. C'est générique. C'est générique, oui. 3 fois par jour. Et donc les administratifs, je ne vais pas leur jeter la pierre, ils ont aussi leur légitimité, mais ils n'ont pas de notion des contraintes que peuvent exercer les. Ils pensent que voilà, quand tu as un certificat, la pièce est conforme parce que c'est écrit dessus. Donc c'est le raisonnement simplifié. Et donc, peut-être qu'en introduisant, mais c'est un vœu pieux, des éléments de formation ou au moins de sensibilisation au niveau de la formation initiale, on progresserait un petit peu. Et puis le dernier point, c'est que dans les organisations en fonctionnement, on ne fait pas assez confiance aux gens, c'est-à-dire on leur donne des feuilles de mission, des fiches de poste, on peut les appeler comme on veut, et on leur donne des... Voilà, ils ne doivent pas sortir de leur consigne. Et que donc, du coup, leur développement de leur expertise est réduit, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller voir ce qui se passe au bord. Et d'autre part,
Ils s'en résultent qu'ils sont, ils sont incapables d'écouter finalement, d'écouter les gens qui sont en dessous, qui disent des choses sensées, mais qui n'exploitent que très mal. Donc quand on leur dit, quand ça remonte de la base des techniciens qui disent, chef, là il y a des trucs qui ne collent pas, mais c'est conforme au règlement, bon ben on n'a pas le temps de... Voilà. Et puis du coup les autres en dessous ils finissent par se taire parce que rien ne se passe au-dessus. Donc le résultat final c'est que quand il se passe des choses incertaines, personne ne réagit et donc là on a la possibilité de l'accident. Donc je finis avec Fukushima parce que j'avais dit c'était le tsunami. Or, le tsunami au Japon, ce n'est pas un phénomène inconnu. Bien sûr, il y en a eu avant. Il y en a eu avant, et il y en aura encore. Bon. Et donc, lorsque la plateforme de Fukushima, les premiers 4 réacteurs ont été construits, ils ont été construits à un certain niveau au-dessus du niveau moyen de la mer, bon, en tenant compte d'une hypothèse de tsunami qui était ce qu'elle était. On était dans les années 60, comme ça a été conçu. Entre-temps, les connaissances scientifiques sur les tsunamis sont un peu améliorées, je crois qu'ils auraient pu les avoir avant, ils avaient bien cherché, mais bon. Et lorsqu'on a construit les 2 autres réacteurs, on les a construits 5 mètres au-dessus, en disant, bon, ça va prendre un peu de marge, évidemment, ça a un coût, puisqu'il faut monter l'eau de refroidissement de 5 mètres de plus, un coût énergétique. Et donc, lorsque les 4 premiers réacteurs sont arrivés en recertification, puisque c'est le modèle américain, on leur avait certifié pour combien d'années, 40 ans, je suppose. Et lorsqu'il a fallu redonner le certificat, l'exploitant a demandé le certificat et a justifié qu'ils avaient du risque de tsunami de manière probabiliste, en disant bon, c'est vrai que c'est possible que ça dépasse, mais la probabilité est telle, moi je demande un prolongement pour 20 ans, donc je propose de ne rien faire. Et l'administration a suivi, alors qu'il y avait eu quelques débats en interne, parce que c'était dans le texte et que donc juridiquement, il devait donner l'autorisation si les preuves probabilistes ad hoc étaient présentées. Et donc ça a été recertifié comme ça. Et évidemment, la probabilité est toujours très faible, bien sûr, mais ça n'interdit pas que ça se produise demain matin. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est ce qui s'est produit pour eux. Alors qu'en fait, il aurait suffi, et c'est quand même quand il y a eu des débats politiques derrière au sein de l'administration nippone, mais on aurait pu dire à minima, il faut élever le mur, puisqu'on a construit la dernière plateforme, donc il y avait quand même quelques petits signaux, et on aurait pu, si on avait simplement, sans rien changer d'autre, élever un mur plus élevé, et enlever les générateurs des sous-sols, les mettre en haut, ou sur la colline derrière, peu importe, ce qu'ils ont fait maintenant, hein. Bon. Il y aurait eu évidemment des tremblements de terre, il y aurait eu le tsunami qui aurait détruit des pompes, enfin, il y aurait eu des conséquences sérieuses, mais il n'y aurait pas eu l'accident nucléaire de fusion du cœur. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement l'effet cumulé de toutes ces limites organisationnelles. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai convaincu de l'importance de parler de ces choses-là. Monsieur Mossilnikar trépigne depuis un bon moment. Oui, moi je trépigne, attention. Pose ces questions. Je trépigne dans le sens où je trouve ça de très haute qualité. Bonjour Monsieur Repussard, cher camarade Jacques. En plus, vous êtes ingénieur général des mines comme tout le monde. Je suis docteur en mathématiques, comme certains. Et je suis les deux. Et en plus, je vais souvent en cellule interministérielle de crise, CIC, et maintenant il y a plein d'autres termes. Est-ce que tu as déjà vu des ministres? Plein! Ah, des dizaines. Dans les exercices? Dans tout. Dans tout. Des dizaines de ministres. Oui, mais des dizaines de ministres, quelques secondes, oui, c'est ça. dans des milliers d'événements, même si c'est très structurant, c'est pas tous les jours, partout. Et donc, 2 questions. L'une... Et à chaque fois, tu nous as mis l'eau à la bouche. C'est vraiment lié à ta discussion, pertinente, passionnante. Tu as parlé d'un spécialiste scientifique de sciences des organisations avec de noms de consonance d'Europe centrale comme moi, et comme certains ici. Quel est son parcours, son pédigré, qu'est-ce qu'il a dit et quelle est son influence? Première question. Deuxième question, contemporaine.
instantanée, je dirais. Le fameux couvercle. Donc tu dis, je te paraphrase, tu me corrigeras bien évidemment, bah, c'est un problème papier. Ok, on peut l'imaginer. Redis-nous un peu comment le problème papier c'est bien fait et dans le détail. Parce que moi, je connais des gens qui disent bah, c'est un problème papier, il ne faudrait pas le faire. Donc, comment le problème papier est arrivé alors que tout le monde savait que c'était un problème papier? Et deux, mais c'est peut-être grave, et deux, comment on peut faire pour sortir de ce problème papier? Voilà mes deux questions, pas plus. Bon, la dernière n'est pas facile à répondre. Moshe Farjoun, c'est un professeur, chercheur de l'Université d'Illinois aux États-Unis qui a passé les 25 dernières années, peut-être même plus, il a une cinquantaine d'années aujourd'hui, 50-55 ans. C'est un chercheur sur les organisations. Aux États-Unis, il y a une filière intellectuelle sur les organisations. Il y a William Starbuck, mais lui je ne le connais pas. Mais Moshe Farjoun est un type extraordinaire qui a été mandaté donc, par la NASA. C'est comme ça qu'il a commencé donc, en 2003, là, après l'accident de Columbia. Il s'est dit il y a un truc qui est générique en fait, c'est pas juste la NASA, ça concerne toutes les grandes organisations. Donc il a travaillé sur ces questions-là. Il en a tiré un certain nombre d'ouvrages. Alors il y a un bouquin qui a été fait sur Columbia et il a différentes autres recherches. Et il a fait un travail collectif. Comme je t'enverrai l'article qui est très intéressant. C'est un truc qui fait une vingtaine de pages, donc c'est pas hors de portée. Mais où il décrit un peu ce que j'ai raconté. Bon, c'est un peu la sauce américaine. On mettra sur le site web un complément. Très bien, parce que ça éclaire de manière plus scientifique que je ne l'ai fait ces problématiques-là et les différents éclairages qu'on peut avoir, ce qui rend le problème compliqué. Parce qu'objectivement, c'est compliqué. Il y a un certain nombre de gens intelligents, non seulement dans cette salle, mais ailleurs, et qui, même sans raisonner spécifiquement sur cette notion de limite organisationnelle, se rendent compte qu'il y a des problèmes et essayent de s'y confronter. Donc c'est compliqué, en fait, et c'est compliqué, et c'est mobile dans le temps. C'est-à-dire que les problèmes peuvent revenir de manière récurrente, même si on pense les avoir réglés. L'histoire du couvercle, c'est pas tellement, ma compréhension, avec un certain recul, c'est qu'en fait, on peut aussi piloter avec les certificats c'est la rapidité de la transition qui a posé problème. C'est-à-dire qu'on est passé d'un état où finalement, c'était l'état de l'art des experts qui prévalait et qui donnait le là. On s'est dit, les experts sont d'accord, donc je signe. Et puis on a dit un jour, à partir du 1er janvier, c'est l'arrêté. Et l'arrêté, c'est un tas de documents papier, de certificats, d'essais, de prélèvements obligatoires qui soient faits sur des échantillons. Il faut que tous les, etc. Et il ne faut pas qu'il y ait plus de X% qui soient en dehors des marges. Et à ce moment-là, ça devient, avec un certificat d'études ou presque, on peut faire la certification puisqu'on compile ces documents dans des tableurs Excel et puis ça passe ou ça passe pas. Et ça marche aussi puisque si tous ces essais sont bien faits et sont conformes, ça a une valeur aussi. Simplement, c'est la brutalité du changement auquel le fabricant de cuves n'était pas préparé. Ni peut-être l'administration, puisque la SN finalement s'est tournée vers l'IRSN, parce qu'il ne pouvait plus se tourner vers ses experts qui avaient disparu, s'est tournée vers l'IRSN en disant bon, comment on va faire, parce que l'arrêté, il n'a peut-être pas tout vu exactement. Donc en fait, il a manqué. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, donc je ne sais pas. Je suppose que l'arrêté n'est pas si mal fait que ça. Il est compliqué, il est plus compliqué que ce qu'il y avait avant, mais bon, c'est la complexification générale. Mais il n'a pas été testé avant d'être mis en service vraiment. On l'a mis en application pour un arrêté, et que ça a généré des frictions dont la cuve a fait les frais, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'on en a beaucoup parlé, et que ça fait beaucoup de tort à tout le monde. Voilà. Et que ça, c'était évitable en fait, en se disant, l'arrêté, ce qui a manqué peut-être dans le collège des commissaires de la SN, qui peut-être manque d'expérience industrielle, c'est de se dire, c'est un changement profond, et donc on va y aller mollo, on va faire ça en plusieurs étapes. Peut-être. Hein, voilà. Et comment on s'en sort alors?
Alors comment on s'en sort? Ou on s'en sort pas? C'est-à-dire comment ça se passe? Qu'on s'en sorte ou qu'on s'en sort je- pas, je- mais c'est quoi l'avenir? Je pense qu'on ne s'en sort pas complètement. On ne peut pas s'en sortir parce que les limites sont nécessaires. Oui. Hein, donc ça, c'est bien. C'est très important de se rappeler ça. On ne peut pas Bien vivre sûr. sans panneau de limitation de vitesse. Donc il y a cette notion de limite et donc de marge est quelque chose de fondamental pour une vie collective en sécurité et avec disons, un rendement industriel, quelque chose une société qui fonctionne bien, a besoin de règles et donc de connaître ses marges. Ce qui génère ces limites difficiles, c'est la complexification des choses, le fait qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas investigués. Donc comme il y a des lois physiques, par exemple, si je sais pas moi, si j'essaye de casser une pièce en acier, ben, si j'ai pas forcément connaissance des lois physiques sur la corrosion, quand l'acier est neuf, il ne va pas casser, puis 10 ans après, il va se casser. Ah, tiens, pourquoi? Bon, ben, les lois sur la corrosion sont compliquées, et il faut faire des recherches pour les mettre au point, pour définir des courbes, pour des retours d'expérience, peu importe, un ensemble expliciter des connaissances. Bon. Les connaissances sur les organisations sont très imparfaites et il y a très très peu de chercheurs. Donc en fait, les organisations, quand je parle des organigrammes, pourquoi est-ce que EDF a des organigrammes qui mettent le chef de l'EPR? C'est très étonnant. Alors qu'en fait, dans d'autres grandes entreprises... La bureaucratie. Ben, oui, mais pourquoi? Il y a d'autres... j'avais rencontré un collègue ingénieur des mines, il me dit, mais moi j'ai passé ma vie dans l'entreprise XY, et on n'aurait jamais fait ça. On avait une règle au doigt mouillé qui disait que pour un investissement à 1 milliard, il fallait mettre N-2 dans l'organigramme. Voilà. Mais en fait, au ministère des Finances, c'est pareil, sauf que le chef de bureau est l'empereur. D'autres questions, monsieur? Vas-y. Oui, Pascal Bertin, ex-directeur adjoint à la CNAM. Est-ce qu'une piste possible, c'est pas de mettre davantage, de forcer les organisations à mettre davantage de contradictions et de collégialité, de pluridisciplinarité, mais bien sûr tracé, organisé, pas voilà, pour finalement obliger les gens à s'écouter un petit peu et à prendre les points de vue de ce qui reste d'expertise dans les organisations. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la notion d'empowerment, et donc de donner des marges volontaires, des marges managériales aux managers plus grandes que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce qui peut paraître contradictoire avec les assurances qualité, parce que derrière, on va avoir des problèmes de certification. Donc il y a des certifications pour tout, pour la sécurité, pour les normes environnementales, etc. Et ces normes restreignent finalement, telles qu'elles sont écrites aujourd'hui. C'est pour ça que moi je plaide auprès de l'AFNOR pour que les normes ISO 9001, etc., deviennent encore plus génériques qu'elles le soient et qu'elles incorporent plus l'idée qu'il y a des incertitudes qui sont inévitables, c'est-à-dire que l'incertitude fait partie de la vie. Or, dans ce qu'on apprend quand on est école d'ingénieur, c'est que si on maîtrise bien les équations, si on connaît bien les phénomènes, on va réduire l'incertitude, on va même la faire disparaître. Et le risque va tendre vers zéro. Ce qui est faux. Mais on vit avec cette impression que si on est un bon ingénieur, on va réduire les incertitudes. Et du coup, l'effort dans beaucoup d'entreprises, il est pour réduire l'incertitude, y compris avec des algorithmes. Si on sait que la matière est incertaine, on utilise un algorithme pour prétendre de faire prédire finalement ce qui va se passer, à la place de finalement de dire bah, il va se passer des choses incertaines, soyons prêts à faire face à ce qui va se passer. Ce que savent bien faire les militaires quand les militaires sont en campagne, ils n'ont pas un algorithme pour prédire ce que veut dire l'ennemi, ils s'adaptent réciproquement en temps réel. C'est ce qui fait l'avantage de certaines armées sur les autres, les unes sur les autres, c'est leur capacité à gérer l'incertitude mieux que l'autre. Mais on n'apprend pas ça aux ingénieurs, en fait. Les militaires savent faire ça, mais pas les ingénieurs. Et donc, c'est cette culture de la réduction de l'incertitude qui donne en plus le sentiment l'illusion d'une fausse sécurité. En fait. Donc, tout ça, ce sont des valeurs, finalement, qu'on n'apprend pas dans les écoles d'ingénieurs et qu'on pourrait apprendre. Et dans les entreprises en place, donner plus de marge aux managers, ça veut dire qu'on prend plus de risques aussi, d'une manière, puisqu'on fait confiance aux gens. Mais le fait de faire confiance, s'ils le savent, ils vont du coup vouloir se protéger en faisant attention davantage que s'ils ont leur feuille de route qui est bien
Et puis en plus, il ne s'est déjà rien passé depuis 20 ans, donc il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Voilà, donc c'est ça, c'est enseigner à l'école, dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi dans les organisations, enseigner les dirigeants à faire confiance davantage, à écouter, à donner du coup, déléguer davantage. Alors les chefs de bureau sont peut-être des empereurs, mais c'est pas si mal que ça finalement. S'ils sont des empereurs éclairés, des empereurs éclairés. Bah, ils sont empereurs. Attends, d'autres questions? Monsieur Lascaux, vous avez une question? Je peux partir. Ok, Merci pas de beaucoup. problème. C'est très intéressant. Oui, allez-y, monsieur Puissant. Moi, finalement, ce que je me dis, là, après vous avoir écouté, ça m'a passionné, Bien sûr. c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas exploiter mieux l'expérience des gens qui commencent à avoir un peu de la bouteille? Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Parce que c'est une richesse, ça, l'expérience. Oui. Là, vous parliez de la navette. En fait, ça paraît inimaginable qu'on laisse partir une navette avec des fissures. Mais quand on a trempé dans le bain, le mécanicien dans l'industrie, il vit avec les fissures. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que ils n'ont pas pris cette décision à contre-cœur en disant c'est pas grave. Moi, j'aurais peut-être fait la connerie. Hein. Les avions d'Airbus, les Airbus à 380, Il y a plein de fissures. plein de fissures sur les ailes, ils volent. Je ne suis pas compétent. Non, Je te crois. D'autres questions? Moi, je vais... Oui, monsieur, allez-y, vous n'avez encore rien dit. J'ai l'impression qu'on est passé d'un état où il y avait la technocratie qui régnait à un état où la technocratie a été remplacée par la bureaucratie. C'est-à-dire que les gens, bon, ils ont gardé un certain nombre de défauts et en plus ils ne sont même plus compétents techniquement. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette dérive bureaucratique est une spécialité française ou bien est-ce que les anglo-saxons, qui traditionnellement sont plutôt plus axés sur la jurisprudence, un peu moins sur la législation à outrance, etc., où tout doit être spécifié à l'avance, est-ce que les anglo-saxons échappent un petit peu plus à ce genre de problème? Non. Non, parce que ce sont eux qui font ces travaux, d'ailleurs, parce qu'ils ont constaté eux-mêmes les dégâts que ça provoque, et ils sont confrontés. Non, moi j'ai discuté avec M. Chargeux, et on faisait le constat que des deux côtés de l'Atlantique, on avait des problèmes similaires, et il y a des causes communes, c'est-à-dire que, par exemple, les fusions-acquisitions d'entreprises conduisent à des entreprises de plus en plus grosses, dans lesquelles les morceaux ont des cultures individuelles différentes, on les rassemble dans une entreprise, alors on commence par définir une feuille de route, des valeurs, un objectif, alors on sait très bien faire de la com sur ces sujets-là, et en fait ces organisations sont de plus en plus compliquées et génèrent des limites dont ils ignorent l'existence. Et voilà, et donc le fait que les sociétés occidentales raisonnent mal, on tend tous vers le risque zéro. Le principe de précaution, c'est une traduction politique, mais ce n'est pas la volonté des politiques, c'est qu'on est dans des sociétés où on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'accident, à ce que quand il y a un accident, on met le maire en procès alors qu'il n'est pour rien. Donc du coup, on déconsidère aussi la responsabilité, puisque finalement, on n'incite pas les gens à devenir responsables, puisqu'on va être poursuivi si on a pris des décisions. Donc on prend le moins de décisions possible, on s'appuie sur des normes en disant bah, moi j'ai respecté les normes, donc on ne peut rien me reprocher. Et donc mais c'est toute la société qui est responsable de ça. Donc on est dans une culture, moi j'ai pas de réponse à ça, on est dans une culture sociétale qui nous enfonce. Mais c'est vrai, c'est toute la culture occidentale qui est comme ça. Je ne sais pas si la culture chinoise est mieux. Notre ami russe est parti en tout cas. Oui, bah, je pense que c'est pas mieux. C'est pas mieux. Maintenant, sur le monde chinois, indien, je ne sais pas. Moi, j'ajouterais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jacques à l'instant, mais j'ajouterais ceci. Contrairement à ce que vous croyez, les scientifiques, les ingénieurs, etc., ne sont pas demandeurs de compétences. Bien au contraire, ils se réfugient derrière la certification dont M. Repussin parlait. Je vais vous donner des exemples concrets, parce que nous, à la SCM, on n'est pas du tout en contact avec les ministres dont vous parlez, on est en contact avec les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs, etc. Et quand on leur dit il y aurait intérêt à approfondir tel et tel sujet parce qu'on en a besoin, typiquement à l'heure actuelle, la question qui se pose, c'est la prise en compte des incertitudes, comme il a dit, dans les codes de calcul.
Tout le monde a des codes de calcul qui sont de plus en plus sophistiqués, mais c'est très difficile de faire intervenir des incertitudes dans un code de calcul. Donc on leur dit, il faudra peut-être réfléchir à la prise en compte des incertitudes pour les raisons que Jacques Repussard vient d'exposer. Et la réponse qu'on a à chaque fois, c'est on n'en a rien à foutre, de toute façon, on a la certification. Et je vais vous donner un exemple extrêmement simple qu'on a connu. On travaille avec l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, depuis longtemps, et ils ont remis un gros dossier pour la validation par l'ASN, pour faire leur trou qui s'appelle CIGE, et enfouir les déchets radioactifs. Donc on a eu plusieurs contrats avec l'ASN, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. On leur a dit, voilà, vous avez soumis votre dossier, maintenant il y aurait un travail à faire, avant que l'ASN rende sa conclusion, ce qui prendra des années, pour évaluer l'impact des incertitudes sur les différentes étapes. Il n'y a pas de réponse, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, je leur ai dit, il faudrait devancer ce que l'ASN va bien vouloir dire, pour essayer de s'y préparer, on a le temps, et faire un travail sérieux. Ils ne veulent pas, ils attendent que l'ASN ait donné son tampon. Autre exemple, j'ai parlé de ces mêmes questions à un type de chez Framatome, qui m'a répondu, de toute façon, on a des gros ordinateurs qui calculent très vite. Alors vous appréciez la stupidité de la réponse. Autrement dit, nous on est une grosse boîte et vous êtes une PME, on n'en a rien à foutre. Mais c'est le type qui m'a dit ça, c'était les spécialistes des mathématiques et des traitements des incertitudes chez Framatome. Donc il y a un consensus mou sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être compétent. Et en fait, les ingénieurs à l'heure actuelle, tout ce qui les intéresse, c'est de savoir programmer en Python. Donc le reste, c'est complètement secondaire. Il y a un phénomène qui mériterait des études académiques, c'est l'influence de la capacité de calcul. C'est-à-dire que le fait qu'on peut calculer incite les gens à collecter des tas de données. Moi, je suis frappé chez EDF, par exemple, de voir la complexité des systèmes de reporting. Qui sont, et l'ASN en demande de plus en plus parce qu'on sait les faire. On sait faire des systèmes informatiques qui vous faites des tableaux de bord avec 3000 variables. On sait le faire. On sait concentrer ça dans 30 variables, on ne sait pas trop ça, mais on arrive à rassembler tout ça dans un tout petit tableau de bord pour les grands chefs. Puis les autres en dessous, ils ont des tableaux de bord plus compliqués. Mais ça, c'est une tambouille qui est possible et qui donne l'illusion que ça peut substituer à la connaissance du réel. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais on ne peut pas aller contre ça, puisque ça paraît de bon sens. Puisqu'on peut connecter des données de plus en plus fines, on peut les analyser, ça coûte de moins en moins cher. Et ça mobilise le temps et l'attention des dirigeants, des responsables aux différents échelons, qui finalement pilotent avec ces tableaux de bord, puisque on leur met sous le nez. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, on récupère de plus en plus de données, mais elles sont de moins en moins pertinentes. Et on a abandonné, et y compris dans le secteur nucléaire, on a abandonné pour des raisons politiques toute possibilité d'expérimentation, et on le remplace par des codes de calcul dont la validité n'est pas du tout assurée. Et ça, c'est pas plus propre à la filière nucléaire. Partout où on met des codes de calcul, la validité de ces codes de calcul n'est pas assurée. Donc c'est pas juste une capacité de calcul, il faudrait de temps en temps essayer de les valider et de les confronter à une vraie expérience. Oui, mais ça coûte plus cher. Je suis d'accord. Je prends un exemple concret de ce que tu dis, la validation, l'autorisation des combustibles nucléaires. Bon, un combustible nucléaire peut subir un certain nombre de chocs, et notamment si on a une génération de puissance localisée et très forte, ça fait éclater la gaine et puis vous pouvez endommager le réacteur. Bon, ce sont des phénomènes compliqués, des phénomènes neutroniques compliqués, et l'IRSN avait un réacteur qui était construit par le CEA, qui s'appelait Cabri, et qui était là pour ça, qui permettait de valider. Donc on créait, et on vous l'a fermé. Réduit, on créait la vraie expérience, voir jusqu'à où étaient les marges vraiment. Et donc le dernier programme, alors ça coûte cher évidemment d'exploiter un réacteur nucléaire, en plus pour faire des essais para-réglementaires. Le résultat c'était pour l'ASN. Donc il était financé pas que par la France, c'était le seul au monde. Il y en avait un au Japon mais qui avait été arrêté entre-temps. Et donc il était financé par la France et pour un tiers à peu près par l'OCDE. Puis il y a eu des retards dans les programmes d'essai, etc. Puis finalement ça coûtait trop cher, donc le réacteur est arrêté au motif qu'on a assez d'éléments des expériences passées pour construire le modèle dont tu parles. Et donc les futurs combustibles, dont parlait Jenny Bruna, ils ne seront jamais testés, puisqu'il y a dans le monde, il n'y a plus d'installation qui permet
simuler un accident, un vrai accident avec on fait volontairement un excès de puissance calculé pour ne pas tout faire exploser, mais pour générer la rupture du combustible. Eh ben, il n'y a plus il y a plus d'installation qui permettent de faire ça. Et en reconstruire aujourd'hui, bon. Donc il y a un certain nombre d'éléments, mais ça converge. Et en fait, oui, mais on va dans une société, finalement, on est comme dans une espèce d'entonnoir, et on va vers plus de formalisme, autorisé par la capacité des ordinateurs, qui elle-même justifie le fait qu'on arrête les expériences réelles. En fait, c'est un système qui se nourrit lui-même. Hein. Oui. Mais dont les chercheurs et les ingénieurs tirent parti, parce que la plupart d'entre eux, à l'heure actuelle, seraient hostiles à la reprise des expériences ou à la validation par les lois de la nature. Ça remettrait en cause leurs compétences, lesquelles sont purement factices. Ils ont lu des bouquins et on leur a dit c'est telle loi de la nature, c'est comme ça dans les formules, et si c'est pas comme ça dans la nature, c'est surtout pas le savoir. Donc ça remet en cause. Je ne sais pas si les gens. Je suis plus pessimiste que toi. Moi, je suis moins pessimiste. Moi, je suis là-dedans. Hein. Oui, mais bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs qui seraient, à condition qu'on ouvre la porte, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce de tapis roulant qui nous emmène vers les dérives que tu soulignes. Mais qu'un certain nombre de gens seraient contents de sortir du tapis roulant. Si tu dis un certain nombre, c'est pas. On n'a pas fixé la proportion. Non, on n'a pas fixé la proportion. Mais voilà. Question d'optimisme. En tout cas, tu m'accorderas qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir. Ils ne sont pas en situation de pouvoir le faire, ça c'est clair. Ni même de le demander. Ni même de le demander, c'est vrai. J'ai trop parlé, monsieur Mossignica. Oui, ma dernière question, pas la seule de la salle, mais la mienne. Dans l'instant, c'est vraiment une préoccupation instantanée, mais qui peut durer longtemps. Et que penser de l'idée, on peut toujours trouver de l'argent parce que ça peut être rentable, surtout que maintenant on peut raconter n'importe quoi, que penser de l'idée de faire un IRP, un institut de recherche privé? Il faut trouver de l'argent. Ouais. Bah, si je vous en donne, tu le fais? Un institut de recherche sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi, bon. Non, mais sur des choses marrantes, quoi. Il sera immédiatement combattu par l'État lui-même. Bien sûr. Il verra ça d'un très mauvais œil et il sera combattu par tous les grands industriels qui auront de toute façon... Oui, mais si Bolloré met 10 millions d'euros, vous dites... Il ne mettra pas 10 millions d'euros. Pourquoi pas? Parce qu'il ne voudra pas. Bah, il y a plein de gens comme ça, les tapis, il y en a plein. Kretinsky, je peux prendre excuse-moi, je te me suis Pasteur, oui. Pasteur avait réussi à créer l'Institut Pasteur, voilà. Mais on l'a bouffé. Petit à petit, il a disparu, il a été phagocyté par l'État. Ça existe quand même. Il a eu une belle vie. Il a eu une très belle vie, mais il est mort. Et son institut a été maintenant phagocyté par l'État. Voilà. Pardon, je te... Non, mais c'est sûr, mais... Ce sont des sujets, mais il faudrait déjà, au sein de l'univers académique français, les questions dont je parle, là, on a un peu débattu, et en fait, il y a une toute petite filière, et en fait, ça n'appartient à aucune grande filière noble. Bien sûr. Des sciences académiques. On peut prendre l'exemple de la SCM, tout l'État et toutes les grandes entreprises sont contre. On a réussi à vivre pendant 29 ans, ça c'est le jeu, mais c'est malgré l'hostilité du corps ambiant. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pour et qui nous passent des contrats, mais globalement, le corpus académique est farouchement hostile, l'État est farouchement hostile, etc. Mais il y a on aussi... arrive à se démerder parce qu'on est petit et qu'on n'a pas de gros besoins, mais l'exemple et tu n'es pas chef de bureau. L'exemple de l'Institut Pasteur montre que ça n'est pas viable à terme. Oui. L'État va vouloir le bouffer. Monsieur, non, mais au moins si on a un trimestre, un printemps... C'est plus une remarque, il ne faut pas que ce soit pris pour un plaidoyer pro domo, mais c'est aussi la disparition de l'expérience, enfin de la formation technique à la tête des entreprises et des organisations. Oui. Parce qu'à un moment, quand si on laisse l'expertise technique s'exprimer dans les organisations, cette expertise technique, parfois, elle peut être un peu exagérée, etc. Donc il faut des arbitrages autour de l'expression technique. Et il faut remplir quand même un bon niveau, que des gens puissent arbitrer l'expertise technique quand elle s'exprime. Et je pense qu'on a perdu beaucoup dans les organisations aujourd'hui en possibilité d'arbitrage des questions techniques à bon niveau. Enfin, oui, mais je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, il y a plus de techniciens qu'en France à la tête des entreprises dans le même problème. Donc c'est un élément, mais ce n'est pas dérisoire. À mon avis, ce n'est pas discriminatoire. Et puis il y a des tas de
Je donne encore un exemple que j'ai vu pas plus tard qu'hier, où il y avait 5 minutes. Non, t'as le temps, justement, je regardais ma montre, on a tout le temps. En matière de sécurité civile, on est en train de supprimer les réseaux cuivre. C'est quoi? Le fil de cuivre en téléphone, oui. qui permet de faire fonctionner le téléphone classique avec très peu de courant électrique, va être supprimé parce que c'est redondant avec la fibre optique, qui va être répandue sur tout le territoire, en train de se finir. Mais sur un plan réglementaire, seul Orange, donc, qui est l'opérateur du cuivre, du fil de cuivre, a une obligation de service public, c'est-à-dire doit veiller à ce que ça soit disponible partout et que ça puisse fonctionner. Et qu'en cas de crise, on doit pouvoir utiliser le téléphone pour alerter, pour organiser les réunions de crise, etc. Donc, comme c'est en train de disparaître, des nouvelles procédures apparaissent dans les régions, etc., préfectures, qui sont basées sur l'utilisation de la fibre optique. Mais les opérateurs de fibre optique se rebellent en disant « mais nous, on n'a pas d'obligation de service public ». Et d'ailleurs, j'étais hier à Bordeaux, il y a Bordeaux Métropole qui a son système de fibre, et puis il y a la Gironde qui a un autre système de fibre, ce n'est pas les mêmes. Donc à Bordeaux, parce que c'est une ville, c'est commercial, dans la Gironde qui est un grand département avec des petites communes, etc., c'est subventionné, donc c'est un truc parapublic. Et les deux ne veulent pas échanger d'informations et se disent, ah ben nous, on n'est pas tenus, et l'État n'impose pas, enfin pour le moment, c'est pas encore, je ne sais plus ce que je voulais dire, je réfléchisse un peu, c'était en Gironde, et donc la fibre optique n'ayant pas d'obligation de service public, Enedis n'a pas repéré les points d'alimentation de la fibre comme des points vitaux. Et que donc, quand on va quitter la cuivre pour la fibre, on risque d'avoir des emmerdes. On risque d'avoir des ennuis de rupture de service. Alors ça va se corriger, parce que c'était évoqué hier dans une réunion où j'étais, donc c'était pas un cercle très fermé, et donc ça va se corriger. Mais la réponse aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, mais Enedis disait, mais oui, mais nous, on n'a pas de... Nous, c'est pas répertorié. Autrement dit, Enedis, on le dit, il y a la préfecture, il faut privilégier, en cas de problème, il faut privilégier l'alimentation des hôpitaux, un certain nombre de points qui ont été identifiés comme importants, mais il n'y a pas, dedans, les équipements de la fibre ne sont pas répertoriés. Et du coup, lorsqu'il y a eu des incendies, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, des incendies en Gironde, il y a un certain nombre d'équipements de la fibre qui ont brûlé, et qui étaient mal protégés. Voilà. Donc il faut du temps aussi. Donc il y a aussi ça, le fait que tout est très compliqué. Le remplacement d'une technologie par une technologie plus moderne n'est pas forcément... oui, mais il faut en tirer à temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retard administratif et le fait que la fibre a plusieurs opérateurs qui sont des opérateurs commerciaux en compétition, donc ils ne veulent pas partager des données avec leurs voisins, etc. Mais ça, c'est contraire à l'intérêt général qui voudrait que, en cas de crise, on ait l'assurance que le système va fonctionner. Ça a un tas d'applications organisationnelles. Voilà, donc tout ça va se faire, mais dans la douleur et lentement. Et s'il se passe des choses entre-temps... Moi, je cite souvent cet exemple du temps des Romains. Pour envoyer un ordre au mur d'Adrien, au nord de l'Écosse, il fallait 3 semaines à cheval, mais l'ordre était exécuté immédiatement. Super. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, ça met une microseconde, mais il faut 3 semaines pour exécuter l'ordre. Voire jamais. Voire jamais. Donc il n'y a pas de progrès existentiel, social. Oui, mais bon, il n'y a pas besoin de remonter à l'époque romaine. Dans la salle à manger du directeur du CEA à Fontenay-aux-Roses, que j'utilisais de temps en temps, il y avait encadré un papier signé Charles de Gaulle, qui était une petite note manuscrite sur son papier à lettres personnel de sa main, adressée à Frédéric Joliot-Curie en disant « Monsieur Joliot-Curie, je vous demande de créer le commissariat à l'énergie atomique. » Point, signé Charles de Gaulle. Et ça suffisait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. D'autres questions? Ou alors on va prendre un café. Je vais donner quelques nouvelles. On ne pense pas faire de colloque en juillet. J'ai sollicité un certain nombre de conférenciers éventuels. Ils tous m'ont dit on n'est pas là, etc. Donc ça sera reporté en septembre. En plus, il y a la proximité des Jeux Olympiques qui
fait qu'on n'est pas vraiment sûr de pouvoir organiser quelque chose. Donc vous nous excuserez s'il n'y a rien en juillet, si c'est reporté. C'est raisonnable. Ouais, je pense que C'est c'est dans le paramètre où il faut des QCR codes pour arriver juste ici. J'en sais rien, j'ai demandé à mes Probablement. collaborateurs, non, pas rien. Non. Oh, probablement. De toute façon, ils trouvent moyen de nous enquiquiner. Je vous en reparlerai après, mais Le café est servi au 3e étage comme d'habitude. Le livre d'Archimède est paru, vous en avez quelques exemplaires sur le bureau voisin. Pour ceux qui veulent l'acheter, c'est à 20% de réduction Vous avez par combien? rapport au prix. C'est 40 € au lieu de 50 TTC. Ah, c'est bien, ça va. C'est pas cher. Je J'en vais vous prends en prendre plusieurs exemplaires. Vraiment un seul. Et puis vous les offrez à vos Quand enfants. l'administration ne rembourse pas. Voilà. Donc ça sera mis sur la chaîne YouTube dès demain, je pense, avec, et si tu veux nous envoyer